Molac, la parole est à Madame Gilda Aubert pour le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste pour 10 minutes. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Nous nous trouvons aujourd'hui au terme d'un long processus législatif pour l'examen définitif du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République. Ce texte de compromis, résultat de la commission mixte paritaire, aura été l'aboutissement d'un long cheminement. Son fondement, qui repose sur les compétences des différents échelons de collectivités territoriales, fait suite à la loi du 16 janvier 2015 portant délimitation des régions, ainsi qu'à la loi de modernisation de l'action publique et d'affirmation des métropoles du 27 janvier 2014. Faut-il le dire, nous déplorons certains atermoiements, 3 textes successifs, une absence de concertation préalable avec les territoires et un ex-texte pendant des élections locales. Et rappelons-nous, le texte initialement présenté par le gouvernement visait à la suppression pure et simple de l'échelon départemental. Mais le Premier ministre a accepté de prendre en compte la spécificité des territoires, considération d'autant plus nécessaire au regard de la mise en place des 13 régions prévues par le projet de loi de janvier 2015. En effet, supprimer un échelon de proximité, de ruralité et ayant pour mission la solidarité et le rééquilibrage des différentes zones, c'est difficilement applicable et contraire aux intérêts de nos concitoyens. Les radicaux de gauche, comme précisé à maintes reprises par ma collègue Jeanine Dubié, sont très attachés à l'échelon départemental et à sa fonction de représentation des territoires et spécificités locales. Oui, les départements ont choisi. Aussi, sommes-nous satisfaits que certaines de leurs compétences aient été conservées. Le département est un échelon incontournable en matière de développement local, de solidarité territoriale et sociale qui se traduit par la construction et l'entretien des collèges, l'aide aux personnes âgées et handicapées, l'accompagnement des publics en difficulté sociale et professionnelle. À quoi s'ajoute l'organisation et l'entretien des transports, ainsi que le soutien financier à d'autres collectivités territoriales. Nous approuvons sans restriction le maintien au département de la compétence collège, de même que la suppression du chef de filât des régions en matière de tourisme. Nous avons un regret, la compétence transport déléguée dans sa totalité aux régions. Dès la première lecture, nous avions donné notre accord au transfert de la compétence économique aux régions, échelon qui apparaît le plus pertinent en matière d'attractivité et de développement du rayonnement d'un territoire. La région est gardienne et centrale en matière de développement économique, d'innovation ou d'internationalisation. Un avantage qui n'a pas échappé aux parlementaires qui ont ajouté la définition de l'économie sociale et solidaire dans les orientations du schéma régional. En revanche, si nous sommes satisfaits que les départements soient associés à l'élaboration du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, nous aurions préféré, je salue là l'acharnement de ma collègue Jeanine Dubié, nous aurions préféré qu'il le soit à son approbation. Plusieurs points nous semblent positifs, notamment la conservation des compétences partagées en matière de sport, de tourisme, de culture, d'éducation populaire et de promotion des langues régionales. Je tiens toutefois à signaler ma déception quant à la suppression de l'obligation de promotion de l'égalité femmes-hommes dans l'exercice de ces compétences. Il s'agit là d'un point qui pourrait sembler évident, mais si cela va sans dire, cela aurait été mieux en le précisant. En contrepartie, nous approuvons la suppression du Haut Conseil des territoires, demandée par nos collègues sénateurs, notamment RDSE. En effet, cette instance apparaissait en redondance des fonctions du Sénat. J'en terminerai avec les dispositions relatives à l'intercommunalité, non sans avoir au préalable dit que, bien qu'attachés
au maintien des prérogatives des départements, je salue personnellement le zèle déployé dans la construction de la métropole de Lyon. Revenons aux intercommunalités. Dommage que les délais pour leur mise en place n'aient pas été prorogés. Il est plus que souhaitable, sans remettre en cause l'objectif de rationalisation de la carte intercommunale que nous avons accepté, de laisser davantage de temps aux communes et intercommunalités existantes. Concernant les seuils applicables, nous sommes par contre satisfaits que celui-ci ait été abaissé à un objectif de 15 000 habitants avec un minimum de 5 000 et nous approuvons la mise en place de dérogations pour les zones peu densément peuplées et les zones de montagne qui, en raison de leur particularisme et des contraintes de leur territoire, ne peuvent se voir assigner les mêmes obligations. C'est ce qu'avaient signalé mes collègues Jeannine Dubié et Joël Giraud, et comme l'appelaient de leur vœu des maires et élus locaux. En effet, la diversité de la France et la richesse de ces zones, notamment rurales et de montagne, nécessitaient d'être prises en compte dans la réforme des compétences et de l'organisation territoriale. Rationaliser et améliorer la gestion des compétences ne doit pas faire encourir le risque de friche territoriale. Autre point de satisfaction, l'obligation pour les communautés de communes et d'agglomération en matière de compétences pour l'eau et l'assainissement à compter du 1er janvier 2020 et non dès la promulgation de la loi, afin de laisser le temps aux communes et intercommunalités existantes de s'organiser pour une gestion plus efficace. En revanche, nous déplorons que le suffrage universel direct pour des représentants intercommunaux ait été supprimé du projet de loi, car cela aurait semblé un bon moyen de légitimer l'existence et le développement des compétences et du rayonnement des intercommunalités. Je souhaite, à la demande de mon collègue Paul Jacobi, remercier le gouvernement à propos de la création de la collectivité unique, attendue en Corse depuis 30 ans et obtenue grâce à une collaboration étroite entre le gouvernement et la collectivité territoriale de Corse. Mais j'exprimerai son regret à propos de la taxe sur le mouillage des grands navires dans le parc marin de Bonifacio et précise qu'il fera des propositions au gouvernement afin qu'une solution rapide puisse être trouvée dans l'intérêt de la préservation de cette aire marine protégée. Après une gestation difficile, nous voici devant l'annonce de ce projet de loi. Je conclurai en saluant, après l'accord trouvé en CMP, un texte équilibré, concerté, respectant la spécificité et les prérogatives des différents niveaux de collectivité territoriale. Vous l'aurez compris, le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste votera en faveur de ce projet de loi. Je vous remercie. Merci, Madame Aubert. La parole est à Monsieur Marc Dolay pour le groupe Gauche, démocrate et républicain pour 10 minutes.